Slavoj Žižek, mesdames et messieurs, c'est presque certainement le philosophe en vie actuellement le plus connu, le plus populaire. C'est le visage de la philosophie contemporaine à beaucoup de points de vue, mais c'est aussi une figure polémique, délibérément polémique. Là. C'est quelqu'un qui fait carrément de la provocation. Et j'ai finalement lu un de ses bouquins il n'y a pas très longtemps parce que j'étais curieux de savoir. Au début, j'avais l'impression que sa réputation était surfaite et qu'en vérité, il surfait sur sa provocation. Mais non, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, mais en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait des failles étonnamment béantes et transparentes et évidentes. Il y a un aspect assez déconcertant dans son bouquin, mais je vais vous expliquer tout ça, qu'est-ce que j'ai adoré, qu'est-ce qui est intéressant, qu'on soit d'accord avec lui ou non, pourquoi, à mon avis, ça vaut autant la peine de le lire. J'ai trouvé que, c'est ça, la lecture de Žižek fait partie de celle des rares auteurs dont la lecture rend plus intelligent. Karl Marx fait ça, Michel Foucault fait ça, Slavoj Žižek fait ça. Mais bon, voilà. Mais en même temps, comme je dis, c'est parce qu'il y a un truc, je vais le dire tout de suite, là, il y a un truc qui m'est apparu à moi, en tout cas, stupide. Il y a un truc absolument imbécile dans son truc, là. Puis je me permets d'employer le terme parce que lui s'en sert couramment. C'est son expression préférée, c'est stupid idiots. Ben bref, mais on verra tout ça, qu'est-ce que je veux dire là-dessus, puis vous me direz, vous verrez si, comme moi, vous trouvez que, disons que son raisonnement fondamental manque un peu de rigueur. Qu'est-ce que c'est fondamentalement Slavoj Žižek? Ben, c'est une éthique du nihilisme radical, et absolu et total et radical. Rien n'existe. Et c'est un peu le propos de ce bouquin-ci, qui est Tearing with the Negative. C'est le premier que je lis, mais c'est aussi, à mon avis, une des raisons pour lesquelles c'est une aussi bonne introduction, parce que, c'est ça, fondamentalement, c'est un recueil de 6 essais de 40 pages et je vous l'avoue, vous le savez sans doute que je travaille un peu à temps perdu présentement, mais je travaille sur un recueil d'essais, le trame narrative que ça s'appelle, et j'ai copié l'excellente structure de son bouquin, 6 essais d'environ 40 pages, puis quand on regarde en fait les essais qu'il a écrits là-dedans. Je vous le dis juste pour donner une idée de... Parce que ça fait partie, il y a une question méthodologique là-dedans. Là. Ça révèle quelque chose sur le gars, en fait, ce que je m'apprête à dire, à mon avis, qui est... c'est un académicien formé à l'académie, dans les milieux académiques, et ce qu'il fait, c'est un travail académique. Et il n'y a pas plus académique que la dissertation, puis c'est ça que c'est. C'est 6 dissertations de 40 pages, puis la dissertation, évidemment, l'introduction, la conclusion, puis entre les deux, on a 3 parties, thèse, antithèse, synthèse. Chaque partie est essentiellement composée de 3 arguments, et puis, donc c'est ça. Puis chaque argument a 3 sous-arguments, puis ça fait 40 pages, et c'est aussi simple que ça. Et si jamais vous voulez écrire votre propre bouquin d'essai de 240 pages, là, c'est comme ça qu'on fait. Mais je mentionne thèse, antithèse, synthèse ici, puis ça me permet de revenir justement à un des principaux thèmes du bouquin. Je crois que c'est avec lui qui commence, là. Bref, c'est un des premiers essais du bouquin, c'est sur Hegel. Et un des aspects qui est fascinant du bouquin, c'est précisément son analyse de Hegel. J'en ai un peu parlé dans ma vidéo sur la dialectique que j'ai mise en ligne il y a quelques semaines. Et ils mettent de l'avant, M. Žižek, un point de vue sur Hegel et la dialectique que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé absolument brillant et fascinant, qui est que justement, Hegel, c'est pas thèse, antithèse, synthèse. Que c'est en fait, alors, en gros, de ce que j'ai compris, qui met de l'avant, l'idée est que toute l'existence, ok, et ça se manifeste entre autres dans ce que Hegel met de l'avant avec la dialectique, toute l'existence n'est qu'une sorte de vide non différencié et par une sorte de mécanisme
psychanalytico-intellectuel, mais par un accident de nos neurones, par un phénomène, c'est ça, quelque chose comme ça. Eh bien, de cette nullité totale et absolue qui est la nature réelle des choses, eh bien, naît l'illusion de la différence. Alors, l'illusion du bien et du mal, l'illusion du chaud et du froid, l'illusion de moi et toi. Puis ça, c'est un truc fondamental et crucial, et ultimement, c'est ça. L'illusion de, c'est ça, la France et l'Angleterre, ou telle nation, telle autre nation, et ainsi de suite. L'idée est que tout ça, puis encore une fois, le détail crucial, tout ça inclut moi et toi, là. Okay? Il n'y a rien. Il n'y a pas de moi, d'après M. Žižek. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi. Il n'y a rien, 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 rien qui existe. Pour vrai. Tout ça est une illusion psychologique. Okay? Et c'est un peu ça qu'il va décrire, et les conséquences de ça. Et puis son deuxième essai, c'est sur Jacques Lacan. Puis les deux grands auteurs dont parle Žižek, crois-je comprendre dans l'ensemble de son œuvre, c'est principalement là, Hegel et Lacan. Au début de ses études, il était très Heidegger, puis il y a un lien avec le néant chez Heidegger, sujet pour un autre jour. Je peux voir pourquoi est-ce que ça l'a intéressé, là. Mais puis on le traite souvent de marxiste, entre autres lors de son fameux débat avec Jordan Peterson, où Jordan Peterson a eu l'air complètement fou parce qu'il n'avait pas lu Marx. Fait que si tu fais un débat sur Marx, puis tout ce que tu as lu, c'est le manifeste du Parti communiste, là, tu vas avoir l'air épais. Puis c'est le triste sort, c'est ce qui est arrivé à M. Peterson. Bon, puis, mais c'est ça, puis ce que Žižek avait dit à l'époque, c'est qu'il n'était pas vraiment un marxiste, en fait. Mais il est quand même communiste, puis ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir tantôt. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est hegelien et il est lacanien, et le point de vue sur Lacan que Žižek met de l'avant est, encore une fois, précisément qu'il n'y a pas de vrai moi, il n'y a pas de subconscient. Puis je vous le dis, moi, ça me hérisse, là, juste entendre ça. Quand j'ai vu la première fois que c'était vrai, que c'était vraiment ça son point de vue, je veux dire, j'en revenais pas, là, j'ai été scandalisé, là. Mais justement, c'est intéressant parce que moi, mon point de vue et mon expérience certainement des 15 dernières années, en long, en large et en travers, c'est ça, est à l'effet que, non, c'est incontestable que le subconscient existe, arrêtons de déconner, là. Mais son point de vue à lui est que c'est une illusion d'optique, et bon, fait que mais c'est fascinant, là. C'est tant mieux, puis moi je veux savoir qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus. Pour ne pas commettre l'erreur, en vérité, que lui commet. Puis sur laquelle, encore une fois, je reviendrai tantôt, parce que c'est l'écueil majeur sur lequel, je ne veux pas dire que vient s'échouer son œuvre, parce que c'est génial, génial, mais la prémisse de son truc, il y a vraiment un défaut majeur, et ça tient là-dessus. Mais encore une fois, j'en reparle tantôt. Ceci dit, là, c'est ça. Donc, M. Žižek met de l'avant l'idée que, d'après Lacan, il n'y a pas de joie, de jeu. Il n'y a pas de je véritable, il n'y a pas de moi véritable, que tout cela est une illusion. Puis encore une fois, son essai sur Lacan fait écho à son essai sur Žižek, et c'est fascinant, 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 brillant, brillant, brillant. Puis, donc voilà, puis de fil en aiguille, d'essai en essai, il va parler de l'idéologie, entre autres en régime capitaliste ou en impérialiste, ou peu importe. Et l'idéologie, évidemment, c'est un autre de ses gros sujets. Monsieur Žižek, je mentionne ici que c'est ça, l'idéologie, c'est un de ses gros sujets, et son œuvre est truffée, sursaturée d'exemples de la culture populaire, ce qui, évidemment, pour un gars comme moi, tu sais, je vois là quelqu'un qui fait exactement le genre de truc que moi, j'essaie de faire, essentiellement. Tu sais, j'apprécie beaucoup, en fait, sa démarche, puis je trouve ça intéressant que voilà, c'est ça, il illustre, en gros, des concepts philosophiques et ou psychologiques extrêmement poussés à partir d'exemples tirés de la culture populaire. Mais encore une fois, ici aussi, il y a des critiques qu'on peut faire,
Encore une fois, peut-être que tu reviens tantôt, mais le fait est que ça rend la lecture extrêmement intéressante. Ça lui permet d'illustrer, c'est ça, des propos complexes, là, facilement, où c'est facile de se perdre. Et je confirme que je me suis perdu des tonnes de fois. Là. Ça, c'est un livre qu'il faut relire plusieurs fois. Là. Je veux dire, j'ai peut-être compris la moitié, là, entre 20 et 50%. J'ai compris assez pour voir les contours de ce qu'il exprimait, puis de la finesse des raisonnements, puis j'ai quand même compris relativement pas mal d'affaires, là, on va dire 35%. Mais c'est évident qu'il y a des grands bouts que c'est des feux d'artifice. Là. J'ai trouvé ça... parce que j'avais pas toutes les références, justement. J'ai pas lu tout Hegel, loin s'en faut. Lacan, j'ai pratiquement rien lu, etc., etc. Ma culture philosophique, je suis encore en train de la former. Là, je la documente un petit peu sur cette chaîne-ci. Mais c'est ça, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave, c'est normal. Les grands textes philosophiques, c'est normal d'avoir à lire plusieurs fois. Puis, je considère que ceci est un grand livre philosophique. Zizek mentionnait en entrevue qu'il trouvait ça bien déplorable que les gens... parce qu'il y a beaucoup de fans, hein, il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Quand il a fait son... Quand il y a eu son débat avec Peterson, ça dure 3 heures, puis très souvent, quand tu parlais, les gens l'applaudissaient bruyamment, les élèves, puis c'est arrivé à plusieurs reprises, puis apparemment, on voit son visage, puis il est tellement agacé. Ça lui tombe tellement sur les nerfs. Parce que même s'il est devenu une superstar, c'est pas ça son intention. Ce qui est crucial vraiment pour lui, clairement, c'est son raisonnement et son propos. Puis justement, il disait, les gens m'applaudissent, mais moi ça m'énerve. Là, je viens d'écrire un bouquin, disait-il. J'ai écrit un bouquin de 2000 pages sur Hegel. Parlez-moi de ça. C'est ça que moi je veux avoir comme réaction. Qu'est-ce que vous avez retenu ou qu'est-ce que vous pensez du bouquin? Puis je veux vous le dire, moi, sur un bouquin de 2000 pages sur Hegel, je veux absolument lire ça. Ça a l'air, je suis certain, j'en ai des frissons, pour vrai, là, je suis certain que ça va être hallucinamment bon. Okay? Mais bon, c'est ça. Puis à la fin, je vais finir pour ce bouquin-ci, c'est ça, puis après ça, on enchaîne sur les autres points rapides, là, sur la faiblesse que j'ai trouvée fondamentalement, les forces et les faiblesses du bouquin, parce que c'est quand même, la faiblesse est importante, là. Mais c'est ça, à la fin, il finit sur la nation. T'sais. Puis moi, évidemment, ça vient particulièrement me chercher parce que je suis québécois. T'sais, je vais m'en confesser, ce qu'on appelle un nationaliste québécois. T'sais, je préconise l'indépendance du Québec. Puis pour des raisons culturelles, en énorme partie. Parce que les Français ont été conquis par les Britanniques. Puis les Britanniques, quand ils conquièrent quelqu'un, là, c'est pas... Quand ils conquièrent quelqu'un, c'est pas pour leur rendre service. C'est pour rendre service à l'Empire britannique. Donc, ou peu importe le nom qu'ils donnent aujourd'hui à l'Empire britannique. Okay. Donc, version courte. Mais disons que moi, évidemment, ça vient me chercher. Puis, son argument, encore une fois, là-dedans, puis même si ça m'agace, moi, je n'ai pas la vérité absolue. T'sais. Puis souvent, les trucs qui nous agacent, c'est là-dessus qu'on est faible, en fait. C'est là-dessus qu'on est vulnérable. Quand quelque chose nous agace, souvent, on est susceptible de tomber dans le piège de nos propres erreurs de logique. Puis ça ne veut pas dire que ça invalide pas notre propos, mais ça nous rend très facile à critiquer. Là. Ça fait que la personne en face de nous, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise foi, peut facilement démonter notre argument parce qu'il y a une faiblesse là. Donc moi, c'est un truc m'agace. Dans le bouquin de Zizek, d'une certaine manière, je demande que ça, de voir les faiblesses dans mon raisonnement. T'sais. Mais, puis justement, ça va m'amener à ce que moi je perçois qui est comme étant la faiblesse dans son raisonnement à lui, parce qu'il n'y en a pas de raisonnement là-dessus fondamentalement. Le raisonnement, c'est... Alors, il met de l'avant, il continue, il élabore sur sa thèse, il n'y a rien qui est vrai en soi, et donc, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de je, il n'y a pas de toi, tout ça est une illusion, si on croit le contraire, on est dans les patates, et en ce qui concerne la nation, forcément, il n'y a rien. Il n'y a rien, ça n'existe pas. Okay. Puis ça, c'est la ligne au Canada. Moi, je l'ai entendu toute ma vie, cette ligne-là. C'est ça. Si on dit qu'on est québécois puis qu'on existe, là, c'est forcément parce qu'on est fasciste. Là,
Il n'y a rien, il n'y a pas de peuple qui existe. Il y a juste l'abstraction totale et absolue des valeurs universelles qui, par une coïncidence totale et absolue, s'expriment sous la forme de ce que les Anglais disent. C'est pas national et ethnique, c'est juste la vérité totale, universelle, totale et absolue, du bien total et absolu. La langue universelle, c'est l'anglais, mais c'est une coïncidence, ça veut rien dire, c'est juste un accident de l'histoire que c'est l'anglais. La monnaie mondiale, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était le dollar américain. Il n'y a aucune raison, c'est purement pour le bien. Si on remet quoi que ce soit en question de ça, ben c'est parce qu'on est contre le progrès et contre le profit, qu'on est un nationaliste identitaire, on est méchant, etc. Bon, etc., etc., etc. Fait que moi, je le connais assez bien, le discours qui dit « Si tu dis que tu existes, tu es un nazi. » Okay. Accepte donc ta soumission qui n'est pas une soumission, parce que dire que tu es soumis, c'est nazi. Donc, il faut juste l'accepter comme un fait absolu. Voilà. Et puis, je trouve ça étonnant que M. Žižek, peut-être qu'il n'est pas au courant de la situation au Québec ou en Irlande ou en Écosse ou que sais-je. Ce que j'en comprends. Moi, je ne suis pas là en Écosse, mais ce que j'en vois là, quand je regarde Trainspotting ou des trucs comme ça, je pense qu'il y a plusieurs échos, là. Puis il y a plein d'autres places, là, bon, etc. On n'est pas tout seul, là. Mais c'est ça, je trouve ça quand même un petit peu étonnant que M. Žižek, encore une fois, je soupçonne que c'est parce qu'il n'est pas au courant, là. Mais il ne voit pas que justement sa ligne peut être réutilisée précisément à des fins idéologiques. Mais ce que je lui reproche, c'est pas ça en fait, parce que il pourrait lui plaider de bonne foi que, par exemple, la nation, mais ça revient à la même chose pour le soi, le je, tout ça. Là, je veux dire, ça, il y a moyen de plaider ça de bonne foi, là. OK? Puis il y a même moyen pour une partie de la population humaine, de l'Homo sapiens, de croire ça et une autre partie de ne pas croire ça, et que les deux, en quelque part, aient raison. Tout est toujours une question de comment est-ce qu'on regarde les choses, puis bon, voilà. Mais ici, c'est pas ça que M. Žižek fait. Son argument, c'est de dire que la nation n'existe pas et il n'y a rien qui existe. Il n'y a que le radicalisme total et absolu. Le négatif, là, je comprends, le négatif dans son titre, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est à ça qui fait référence. Tearing with the negative, essentiellement, c'est apprendre à gérer et intégrer, c'est ça, le négatif, là, accepter le fait que le négatif radical au cœur de l'existence est cette chose avec laquelle, que la nature est, que l'existence n'est rien fondamentalement, qu'il n'y a rien. Il y a vraiment nihilisme total. Puis, c'est ça. Puis donc, voilà. Donc là, il dit, ben, pour les nations, ça veut dire ça, et voici les conséquences que ça a. Puis, ouais, il dit des affaires intéressantes. Puis, encore une fois, moi, j'ai le ferme propos de relire non seulement ce bouquin-là, mais j'en ai quelques autres, des bouquins de Žižek. Je veux tous les lire. Là, je me régale à l'avance à les lire. Okay? Mais venons-en à son argument, quand je dis qu'il y a un truc stupide, là, tu sais. Parce que je le dis parce que je crois que c'est ça le mot qu'il faut employer. Encore une fois, moi, je le trouve très cool, Žižek, il faut dire ça. C'est un gars qui est intègre et qui est lui-même. Okay? Puis il est provocateur, il est bougon, bourru, misanthrope, extrêmement misanthrope, mais en même temps, il est très, très drôle. Je pense qu'il a un sens de l'humour par rapport à lui-même. J'ai une photo assez célèbre de Žižek où est-ce qu'il y a une photo de Staline au-dessus de son lit. Je ne sais pas si c'est mis en scène pour la photo, mais je veux croire qu'il y a vraiment une photo de Staline au-dessus de son lit. Parce que c'est tellement drôle. Parce que je suis tellement... Si vraiment il y a une photo de Staline au-dessus de son lit, ça aussi, ça dit vraiment quelque chose de profond sur le gars, à mon avis, il y a vraiment un second degré brillant là-dedans. Okay? Bon, sujet pour un autre jour. Mais je trouve ça drôle. C'est de ma sensibilité à moi. Okay? Mais c'est ça, c'est l'expression, me semble-t-il à moi, d'une individualité, mais M. Žižek met de l'avant l'idée que non seulement ça n'existe pas, mais que, puis là j'en viens à mon truc, il n'y a que les stupid idiots qui croient que ça existe.
Puis c'est ça, puis ça, c'est une formule qu'il emploie régulièrement. Le stupid idiots, c'est, je sais pas s'il a mis ça sur un des t-shirts qu'il qui met en vente, et il fait très bien de vendre des t-shirts en ce qui me concerne. Bravo, M. Zizek, là, je veux dire, pas de problème. Mais je sais pas si stupid idiots est sur les t-shirts peut-être qu'il met en vente, mais c'est une des formules qu'il emploie le plus souvent, là. Il dit ça très, très, très souvent. Puis dans le bouquin, je pense que ça revient assez régulièrement. Mais regardons encore une fois son raisonnement. Là, partons de son raisonnement de base, qui est rien n'existe. Ben, le moment où il fait la démonstration, puis je vous invite à le lire, là, je crois que c'est dans son article. C'est soit son article sur Hegel, soit son article sur Lacan là-dedans. Puis même si vous ne connaissez pas bien Hegel ni Lacan, ce n'est pas grave. En vérité, ce bouquin-là va vous servir de très bonne introduction à Hegel et au Lacan. Il faut bien commencer quelque part. Puis Zizek écrit très, très bien. Okay? Il écrit d'une manière philosophique et pointue, mais en même temps très compréhensible. Il mélange les deux niveaux, puis encore une fois avec des références culturelles. Et en bonne partie, c'est comme ça qu'il faut écrire de la philosophie. Là-dessus, M. Zizek, là, vraiment, chapeau et bravo, là, très, très bon. Puis il y a beaucoup de personnalité en plus dans ce qu'il écrit. Bon, voilà. Mais cet argument, donc, cette réflexion qui prouve le nihilisme radical et total au cœur de l'existence, je vais le dire ici, là, que ça existe dans la philosophie en occultisme, par exemple. Là, si vous allez voir la Kabbale, là, les Juifs, l'arbre de vie kabbalistique, puis tout ça, ils ont ce concept-là. Okay? Puis c'est intéressant comme point de vue. Là. Puis il y a un point de vue où aller voir les bouddhistes, là, je veux dire à ce niveau-là, des gens, puis les bouddhistes, c'est intéressant parce que leur sujet d'étude, c'est la conscience. Fait que étudier la conscience, c'est le sujet philosophique par excellence, là, n'est-ce pas? Donc, puis en vérité, c'est ça, la Kabbale, etc., c'est la même chose en énorme partie. Là. C'est beaucoup plus, c'est un côté beaucoup plus concret qu'on ne le croit. Et sur cette question-là du nihilisme total et radical, c'est sidérant de voir à quel point il y a un rapprochement. D'ailleurs, il y a des gens, je n'ai pas encore lu le bouquin, mais il y a un très très bon bouquin qui fait le rapprochement entre Hegel et justement l'occultisme, la Kabbale, à cause de cet élément-là, la dialectique, bon, tout ça. Fait qu'il y a toute une telle dans cette direction-là. Puis je le mentionne ici pour dire que d'une part, c'est une intuition qui a beaucoup de valeur. Puis d'autre part, pour dire qu'il y a d'autres personnes qui mettent de l'avant cette thèse et qui étaient leur thèse de raisonnement ou de forme de preuve, si on veut, ou, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose, là. Mais le problème avec le bouquin, m'a-t-il semblé, de M. Zizek, c'est que, même si, encore une fois, je l'adore, puis j'ai adoré la lecture, mais il dit, alors il est en train d'expliquer, par exemple, le truc sur la conscience de Lacan, puis c'est très complexe, là. Puis tu sais, Lacan utilise des formules mathématiques, là, comme des formules algébriques pour expliquer la psyché, puis il y a le sujet petit a, puis tout ça. Puis si on ne connaît pas, ce qui est mon cas, moi, mon introduction vraiment là, de ma propédeutique de Lacan, lacanienne, vient de ce bouquin-là. Là. L'essentiel de ce que j'en sais vient de la lecture de ce texte de Zizek. Écoute, c'est assez touffu, là. Hein? C'est du sport, là. C'est pas fait pour être facile à comprendre. Puis voilà, ça explique en gros le point de vue de Lacan à l'effet que voici, ceci est une illusion, telle autre partie de la psyché, telle autre projection, etc., etc., etc. C'est un article de 40 pages, il faut le lire. Très, 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 très intéressant. Mais il est en train de décrire comment, d'après Lacan, la psyché crée l'image de l'autre à partir d'un jeu indifférencié. Donc l'idée, le bébé, essentiellement, bébé homo sapiens, est baigne dans la pure conscience, et tout est merveilleux, et genre le stade du miroir, quelque chose comme ça, il voit sa propre réflexion, ou il voit quelque chose à l'extérieur de lui, et il y a un phénomène psychique qui fait qu'il crée l'idée dans son esprit d'une séparation entre le sujet et l'objet, entre moi et un autre, c'est ça. Bon. Et M. Lacan, M. Zizek dit que, voilà, en gros, ce mécanisme, on peut voir ici que
C'est une sorte de mécanique illusoire, psychique, puis aller jusque-là, c'est assez convaincant. Bon. Et puis là, après ça, à la fin de sa phrase, il dit « Et clairement, ceci prouve que rien n'existe. » Puis là, il continue. Puis là, je me suis dit, comme on dit en japonais, chotomate, là, mate kudasai, un petit instant, et-toi bien certain, parce que son revirement kantien, là, son revirement métaphysique majeur, là, OK, je crois que Dieu existe, ou que je existe, ou que quoi que ce soit existe, la nature existe, l'expérience de la perception de la réalité, c'est ça, moi et mes copains, peu importe, quoi que ce soit. Que quoi que ce soit existe. Là. Ma perception de moi et du monde, alors, il est en train d'expliquer la psyché selon Lacan, et là, il dit qu'il y a ce phénomène psychique-là qui se produit dans notre appareil de perception, puis aller jusque-là, je le suis dans son raisonnement. Comme Kant, de ce que moi j'en connais de Kant, il est en train de décrire en vérité l'appareil psychique. Là. Okay? Il est en train de décrire, voilà, bon. Puis, mais il en conclut que, la conclusion de Kant, en gros, c'est qu'on ne peut pas connaître les objets en soi parce que tout ce qu'on a, c'est les objets de perception de notre propre mental. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le comprends. On n'est pas habilité, on n'a pas les outils pour percevoir les choses en soi. Donc, on ne peut pas savoir quelle est la nature des choses en soi. En particulier, les objets métaphysiques, c'est-à-dire Dieu, genre. Et tout ce qu'on peut savoir, c'est les outils mentaux qu'on a, notre mental, puis comment notre mental fonctionne. Puis ça, c'est ce qu'on peut étudier parce que c'est rien que ça, ultimement, à quoi on a accès par la raison, essentiellement, par le mental. Okay. Ça fait qu'essentiellement, ici, dans l'article de Zizek, me semble-t-il, met de l'avant un point de vue très, très, très comparable par rapport à, c'est ça, la structure de la psyché selon Lacan. Mais là, ici, M. Zizek fait un bond que Kant ne faisait pas, m'a-t-il semblé, parce qu'il dit, non, mais ceci prouve qu'il n'y a rien. Okay. Kant disait, on ne peut pas le savoir, mais lui dit, non, on sait qu'il n'y a rien parce que le raisonnement, on voit le mécanisme de Lacan, et ça prouve qu'il n'y a rien qui existe. Je n'existe pas, personne n'existe, c'est la preuve. Puis je m'excuse, mais ce n'est pas une preuve. Ça, c'est un saut logique majeur. Là. Okay? C'est pas parce que mon appareil photo n'arrive pas à voir les vraies couleurs que les vraies couleurs n'existent pas. Je ne sais pas comment dire. J'arrive pas à photographier le chien avec mon appareil photo, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chien. Voyez-vous? Il n'y a pas de pellicule dans mon appareil, ou peu importe la pellicule, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Mais voyez ce que je veux dire. Là. Il y a vraiment là, un saut, là, un bond logique là, stratosphérique. Là. Il n'a pas démontré. Il ne démontre pas ce qu'il met de l'avant. Et il a un a priori, okay? Il le soutient par un certain nombre de suppositions, brillamment expliquées, c'est ça, puis à partir de son a priori, il y a toute une série encore de raisonnements, puis de questions qui soulèvent, qui sont brillantes, c'est jouissive, là. Jouissive, là. C'est merveilleux, son bouquin. J'ai adoré ça, OK? Mais ce que c'est pas, c'est prouvé par son énoncé de base, là. OK? Il n'a pas prouvé son truc. Il a dit une affaire en a priori, puis il a dit que ça prouvait quelque chose que ça prouve absolument pas. Puis son argument ultime, je l'ai dit tantôt, c'est quoi? C'est « stupid idiots ». Je regrette de le dire. Mais, c'est ouais, non, mais moi, par exemple, je suis québécois. « Stupid idiot ». Non, mais est-il possible que je existe? « Stupid idiot ». Puis je le comprends, son sentiment. Je comprends le sentiment de percevoir quelque chose, d'avoir une intuition, puis d'avoir l'impression qu'on est tout seul à la comprendre, puis d'être exaspéré par le fait qu'on est tout seul, semble-t-il, à la percevoir. Mais, il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre, puis si tu es la seule personne à avoir eu une intuition, puis que tu dis que les 8 milliards d'autres sont des imbéciles et des idiots stupides, il y a quand même des raisons de remettre en question un certain nombre d'a priori, justement, et d'hypothèses dans cette supposition, si vous voyez ce que je veux dire. Se pourrait-il qu'il y a quelque chose que moi, je ne perçoive pas entièrement, parfaitement dans mon raisonnement? Puis encore une fois, c'est ça, la grande, grande, grande faiblesse du bouquin, c'est que
Ça repose beaucoup sur... puis ça revient dans le bouquin. Là, j'ai pas ça fait un bout que je l'ai lu, puis je n'ai pas noté d'exemple sur un papier à côté. Là, mais tu es en train de lire le truc, puis là, il dit un truc, puis quiconque ne croit pas ça est un stupid idiot. C'est pas un argument, ça. C'est pas de la philosophie traiter les gens de cave, là. Tout le monde peut le faire, hein? Ça se voit tous les jours. Ça fait que c'est ça, M. Zizek. Moi qui me considère comme philosophe, même si j'ai ma lecture et je suis en début de parcours philosophique, moi. Okay? Mais parce que j'interagis avec les œuvres, je considère que je suis philosophe. Okay? Parce que c'est un parcours, c'est une relation avec la tradition philosophique, puis j'écris des trucs, puis je fais des vidéos, fait que je suis en relation de réflexion avec ça, ça fait que je considère que c'est de la philosophie, que c'est ça la pratique de la philosophie. Mais M. Zizek est à des années-lumière de moi au niveau de son développement, puis sa réflexion, puis les auteurs qu'il a lus, puis tout ça. Puis c'est brillant. Là, je dis, j'ai adoré ça. Mais néanmoins, malgré tout ça, c'est ça, la partie de ton argumentaire qui repose sur traiter les gens d'imbéciles, ce n'est pas un argumentaire philosophique. OK. Bon. Fait que, pour conclure, ben c'est ça, Karl Marx, qui me vient en tête présentement, puis M. Zizek, ça c'est super intéressant parce qu'on le perçoit comme un marxiste, mais lui a déjà dit il est communiste, mais il n'est pas marxiste. Puis il vient d'écrire un article, là, j'ai lu juste quelques paragraphes parce que c'est un article payant, puis je n'avais pas accès à l'article au complet. Mais cette semaine, le Donald Trump a gagné les élections américaines, ça vient de se produire, et Zizek a écrit un article en réponse à ça, et son article, il vient de l'écrire et de le publier, ça fait un jour ou deux. Puis la position qu'il met de l'avant, c'est que la solution, c'est le communisme, mais son point de vue là-dessus est hyper intéressant, encore une fois, parce que c'est pas exactement ce à quoi on s'attendrait. Puis ce qu'il dit, c'est que la gauche est... c'est une critique de la gauche, en fait. Puis si vous cherchez, j'ai fait une vidéo sur le wokisme, une réflexion à voix haute là, sur le wokisme, là, juste qui essayait de mettre... C'est ça, c'est pas une vidéo parfaite, mais j'ai fait une vidéo sur le wokisme il n'y a pas longtemps. Mais si vous cherchez une réflexion hyper intelligente sur le wokisme, là, par écrit, M. Zizek en a, Catherine Liu aussi en fait, là, mais c'est ça. Zizek est le gars de gauche qui critique ce qu'on appelle le wokisme d'un point de vue d'extrême gauche. Puis c'est hyper intéressant, ça fait qu'il est dans cette telle-là. Mais même là, ici, c'est ça. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis même, j'aime mieux les communistes, si on veut, que ce qu'on appelle le capitalisme, a fortiori, parce que pour moi, le capitalisme, c'est l'Empire britannique. Ça n'a jamais été rien d'autre que ça. Tout le reste, c'est du flafla. Le capitalisme, là, même la démocratie représentative, etc., là, tout ça, c'est l'Empire britannique. Ça, c'est mon analyse à moi. OK? Puis c'est ça. Mais fait que, d'un certain point de vue, j'aime encore mieux le communisme. Mais d'un autre côté, moi, je suis plutôt, je l'ai déjà dit, c'est ça, ultimement, pour moi, c'est pas la solution, mais c'est celle que lui met de l'avant, puis c'est ultra intéressant. Mais là, je finis là-dessus. Pourquoi est-ce que si rien existe, rien compte, rien est important, puis c'est encore une fois la position que moi j'ai vue exprimée dans son bouquin, puis tous ceux qui ne sont pas d'accord sont des imbéciles, mais pourquoi à ce moment-là est-ce que le communisme est important? Parce que la pureté, si on veut, du sentiment qui anime le communisme, certainement, c'est l'entraide. Mais pourquoi est-ce que l'entraide est meilleure et préférable à l'exploitation, par exemple, qui à mon avis, je crois vraiment que seule l'entraide peut nous sauver. Moi, je crois à l'entraide, fortement dans mon cœur. Mais pourquoi? Ben parce que moi, je ne crois pas au nihilisme total, radical et absolu. Même si je crois qu'il est vrai qu'au niveau ultime de la conscience, si on veut, oui, à ce niveau-là, il n'y a rien. Au niveau ultimement kabbalistique de ce que vous voulez, ouais, je veux bien qu'au niveau le plus ultime de la conscience, rien n'existe, que la matière émane du vide. Là. Je veux bien, mais sur le plancher des vaches, là, okay, quand il y a des gens qui meurent de faim, je considère que c'est important de les nourrir, voyez-vous, puis que c'est une considération éthique parce que
Euh, le nihilisme total et radical et absolu de la quintessence de l'existence, de ce que vous voulez, ça c'est un sujet, c'est comme la physique quantique, là. C'est un niveau de conscience de matière. Mais concrètement, quand il y a quelqu'un qui souffre, il faut l'aider. Okay? Puis c'est pas, il n'y a pas de lien logique entre ça et le nihilisme radical. C'est précisément, c'est deux affaires séparées. T'sais. Puis je pense que c'est ça. Moi, je pense que clairement, Zizek est animé, malgré son extrême misanthropie, clairement, il est animé par un désir sincère que le monde soit meilleur. Là. C'est incontestable. Okay? Puis il me semble à moi qu'il le sait. Tant bien que mal d'améliorer le monde. Puis ça aussi, ça fait partie de quelque chose, moi, que j'aime énormément chez ce gars-là. Je sens qu'il est animé de bonnes intentions. Même si, quand là, je finis vraiment là-dessus, mais quand la Slovénie a déclaré son indépendance, on lui a proposé d'être ministre de l'Intérieur ou ministre de la Culture, un truc comme ça. Puis il a refusé parce que lui, ce qu'il voulait, c'était être responsable de la police secrète. Genre, arrêter les gens là, à 4 heures le matin, là, genre pour les mettre dans des camps ou que sais-je encore. Il ne rentre pas dans le détail de son programme. Mais c'est ce que lui voulait faire. Il était dans sa trentaine, je pense, quand ça s'est arrivé, trentaine, quarantaine. Ben, mais même là, tu sais, ben, ça donne une idée de c'est qui le gars, mais t'as le droit, comment je te dirais ça? Je lui demande pas d'être, tu sais, c'est un être humain qui fait de son mieux, puis il croit à l'entraide, même si des fois, je pense que ses prises de position sont crackpot. Okay. Puis j'admire ça. Puis je pense qu'encore une fois, on est assez chanceux parce que contrairement à ce qui était ma première impression, parce qu'il est très provocateur quand on le voit à la télé, puis c'est par exprès, je pense qu'il joue à ça, ça fait partie de son personnage, c'est son image de marque, et c'est correct, là, c'est correct. C'est un outil de rhétorique, à la limite. Okay? C'est son branding, c'est tout que c'est. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Ça l'a fait connaître, ça fait connaître son œuvre, je suis content, je l'ai connu en bonne partie à cause de ça. Puis, OK. Puis qu'est-ce que j'ai découvert en lisant son œuvre? C'est brillantissime, hyper profond. Encore une fois, je me réjouis à l'idée de lire ses autres bouquins. Je sais que je vais en retirer le plus grand bienfait. Je recommande la lecture de ces bouquins à tout le monde qui s'intéresse au sujet philosophique. Là. C'est une excellente, comme je disais, introduction à Hegel ou Lacan. Puis ouais, il y a des bonnes chances que c'est un point de vue sur Hegel et un point de vue sur Lacan. C'est pas le dernier mot sur ces deux auteurs-là. Il n'y a pas un auteur sur Terre qui a la même interprétation de Hegel à ma connaissance. C'est correct, mais le point de vue est super intéressant. Puis comme je dis, c'est une bonne manière de s'initier à ces sujets-là. Fait que c'est très, très bon. Ça fait que c'est à la fois de la philosophie hyper poussée, puis à la fois un peu de la vulgarisation, avec de la provocation, avec des commentaires sur l'idéologie, la culture populaire, etc. Ça fait que c'est brillant, c'est souvent assez drôle, si on veut, le ton, en tout cas, est amusant, puis fait que j'ai adoré ça. Mais c'est quand même un bouquin qui repose, me semble-t-il à moi, que sur une feuille logique majeure, puis dont l'argument de défense de ce qui m'apparaît encore une fois être une feuille logique majeure, son argument, c'est de traiter les gens d'imbéciles. Puis encore une fois, je le réitère, ce n'est pas un argument philosophique. Faites mieux, s'il vous plaît, M. Zizek. Puis à ce moment-là, je serais très heureux de me laisser convaincre si vous y arrivez. Puis d'une manière ou d'une autre, même si je n'arrive pas à me laisser convaincre, c'est pas grave, c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est ça enrichit ma réflexion, puis ça enrichit ma vie. Est-ce que ça fait ça? Oui, 100%. Ça enrichit ma réflexion et ma vie. À moi, j'ai une bonne chance que ça fasse la même chose pour vous, et je vous recommande vigoureusement Slavoj Žižek, Taring ou de négatif, c'est pour ça que c'est bon.